Le soleil sur la mer au petit matin. Il faut se lever tôt pour ne pas manquer le spectacle grandiose de l'arrivée dans la baie de New York, marquée par le bateau-phare d'Ambrose Light. Et puis soudain, terre. Telle la vigie de la caravelle de Christophe Colomb découvrant au loin des côtes inconnues, on distingue sur l'horizon la skyline, la silhouette caractéristique des gratte-ciel. Et tout d'abord, la Statue de la Liberté. Déjà voici la pointe de l'île de Manhattan où se niche le quartier des affaires, Wall Street. Dans quelques minutes, nous accosterons au Pier 88. Pour nous, c'est la fin d'un voyage de 5 jours, mais la toute dernière traversée pour notre navire. Nous sommes le matin du 28 août 1939, à bord de l'extraordinaire paquebot Normandie. Normandie en couleur, on ne l'avait jamais vue. Ces images inédites ont été tournées par un jeune ingénieur, Jean Vivier, qui procédait aux essais de cette toute nouvelle pellicule couleur. Ce véritable trésor a été retrouvé dernièrement par son fils, Éric. Mes parents s'étaient mariés en 1936. Mon père était au chômage à cette époque-là. Et par l'intermédiaire d'un camarade de promotion, la compagnie générale transatlantique l'avait pris comme consultant, comme chargé de mission, pour faire un audit sur les équipements d'imprimerie et les équipements cinématographiques à bord des paquebots. Et donc c'est à cette occasion-là que mes parents, jeunes mariés, ont vécu un véritable conte de fées, puisque ils ont fait le voyage sur le Normandie jusqu'à New York en cabine de première classe, et donc en bénéficiant de tous les services qui étaient réservés aux passagers de première classe. Mon père était passionné de photos, il s'est passionné pour la radio également, et donc tout naturellement pour le cinéma. Et par l'intermédiaire d'un cousin qui vivait aux États-Unis, il s'était procuré les premières pellicules 16 mm couleur, qui étaient pratiquement introuvables en France. Et c'est comme ça qu'il a pu faire ces images, à ma connaissance, les seules et uniques images en couleur tournées sur le Normandie. Alors bien sûr, de par sa fonction au sein de la compagnie, il a pu filmer des endroits du bateau auxquels le commun des mortels n'avait pas accès. Il a filmé beaucoup la vie à bord, la vie sur le pont en fait. Alors c'est d'ailleurs assez émouvant parce que très souvent je reconnais ma mère et c'est assez extraordinaire. Mon père a non seulement filmé ces images en couleur sur le Normandie, mais il tenait également un journal de bord qui décrivait journée après journée, heure après heure, en fait, le luxe insouciant, si je puis dire, qu'il y avait sur ce bateau, puisque du matin au soir, en fait, tout était fait pour le plaisir des passagers. Voilà, Paris était 1939. Voilà, c'est là que ça a commencé. Paris, été 1939. Il fait beau, il fait chaud. Rien ne laisse supposer l'orage qui va ravager l'Europe. Tout commence rue Aubert, près de l'Opéra, dans les bureaux de la CGT, la Compagnie Générale Transatlantique, la Transat, la French Line, où l'invitation au voyage est déjà dans la vitrine. Et quel voyage!
Car la Transat, ce n'est pas seulement Le Havre-New York. Il y a tout d'abord les colonies d'Afrique du Nord, à moins de 30 heures de Paris, via Marseille. En quittant le Vieux-Port et le pont transbordeur, on ne s'embarque plus seulement pour une simple traversée. La compagnie, créée par les frères Pereire au milieu du XIXe siècle, organise depuis peu des circuits touristiques en Algérie, en Tunisie, vers le Maroc, jusqu'aux ports du Sahara. Au service toujours impeccable des paquebots Transat s'ajoute désormais la qualité d'une infrastructure hôtelière, d'excursions assurant confort, sécurité, tranquillité pour des séjours inoubliables. La compagnie est également présente sur l'Atlantique avec des croisières de rêve en Amérique du Sud, marquées par l'incontournable baptême pour qui franchit l'équateur pour la première fois. Il y a aussi les traversées régulières vers les Antilles, ces îles au soleil où la vie semble s'écouler plus lentement. Mais la ligne la plus prestigieuse, celle qui a fait la réputation de la French Line et sur laquelle circulent ses plus beaux navires, demeure celle de l'Atlantique Nord. Des liaisons hebdomadaires entre Le Havre et New York, assurées par les paquebots Champlain, Lafayette, Île-de-France et surtout Normandie. Normandie sur lequel nous allons embarquer. Billet de passage en poche, rendez-vous gare Saint-Lazare, d'où part notre train spécial. Un voyage rapide et c'est l'arrivée au Havre, dans la gare maritime construite en 1935, tout spécialement pour l'inauguration de Normandie. Un voile de verre supporté par une voûte de béton de 660 mètres de long, de quoi recevoir 3 trains complets au pied même du navire. Il faut dire que Normandie n'est pas un navire ordinaire. C'est un véritable hôtel flottant. Et quel hôtel! De quoi accueillir 458 passagers en 3e classe, 665 en seconde, rebaptisés pudiquement classe touriste, mais surtout 848 privilégiés en 1re classe. Pour ne pas se perdre dans ce dédale de ponts et de coursives, il faut s'en remettre aux grooms en gilet rouge à boutons dorés, presque encore des enfants. Ce sont eux qui nous conduisent à nos cabines. Et là, ce qui frappe en premier, c'est ce luxe inouï, cette attention particulière apportée à chaque détail. Normandie. Normandie est bien le navire de tous les superlatifs, le Ritz sur mer. À ses débuts, pourtant, il était celui de toutes les critiques. On disait la dette flottante, le plus grand bateau qu'on ait jamais monté aux contribuables français. C'est vrai qu'il avait coûté cher, très cher, 863 millions. Et surtout, sa mise en chantier était tombée au pire moment. Il faut reconnaître pourtant que fin 1928, lorsque la Transat passe commande d'un projet de nouveau paquebot
au chantier de Pénoët à Saint-Nazaire, l'euphorie est à son comble. La clientèle des riches Américains a remplacé celle des émigrants qui a fait la fortune des grandes compagnies. À présent, il lui faut du confort, de la vitesse. Et pour cela, elle est prête à payer le prix qu'il faudra. Pour surclasser ses nombreux rivaux sur l'Atlantique, le nouveau navire sera tout simplement le plus grand, le plus rapide, mais aussi le plus beau et le plus luxueux. Avec la crise économique de 1929, tout bascule. En 2 ans, le trafic maritime est réduit de moitié et lorsque l'on pose la première tôle de ce que l'on appelle encore le T6, la Transat est au bord de la banqueroute. Pour obtenir les crédits nécessaires au respect de ses engagements, la compagnie est contrainte de se retourner vers l'État, qui, en contrepartie, prend le contrôle de l'affaire. Le navire devient alors le symbole de la France et sa réussite, un enjeu national. Petit à petit, ce qui n'était encore qu'un projet, un rêve, prend forme. Une silhouette unique avec des formes hydrodynamiques révolutionnaires et des dimensions jamais atteintes pour un paquebot. 313 mètres de long, 10 de plus que la Tour Eiffel. Il ne restait plus qu'à lui trouver un nom, et ce sera Normandie. Au fait, doit-on dire le Normandie ou la Normandie? La France se divise. Le est considéré de gauche et le la de droite. La réponse nous est sans doute donnée dans les paroles de la chanson de René Dorin. Normandie, Normandie, ne dites pas le ou la, il s'appelle Normandie. Normandie, Normandie, ah, le beau nom que celui-là. À Saint-Nazaire, le 29 octobre 1932, tandis que l'on retire les derniers accords qui soutiennent encore le navire et que les ouvriers finissent de graisser les rampes de lancement, à la tribune officielle, tout est prêt pour accueillir le président de la République, M. Albert Lebrun, et son épouse, choisie pour être la marraine du navire. La masse d'acier a atteint son élément, provoquant un mini raz-de-marée, détrempant les premiers rangs des spectateurs et causant même quelques blessés et un mort, frappé d'embolie. Mais il faudra 2 ans et demi d'efforts supplémentaires pour achever ce géant des mers, à qui il manque encore les moteurs, les hélices, le gouvernail, les fameuses cheminées et bien sûr, toute la décoration. 2 ans et demi pour finir de transformer cet impressionnant assemblage de tôle et d'acier en vaisseau de lumière, pour lui donner vie et couleur. Sur l'horloge du marégraphe qui domine la gare maritime du Havre, l'heure d'appareiller approche. Les chaudières sont en pleine action et déjà une importante fumée se dégage des 3 gigantesques cheminées, ou plus exactement de 2 cheminées. La 3e étant factice. Elle n'est là
que par souci d'esthétisme, afin de conserver des proportions harmonieuses à l'ensemble du navire. Accessoirement, elle sert également à abriter le chenil. Là-haut, sur la passerelle, le commandant donne ses ordres. À côté de lui se tient le pilote. C'est lui qui dirige la manœuvre pour engager Normandie dans le chenal qui conduit vers la pleine mer. Et c'est le balai des remorqueurs qui vont tirer l'imposante masse de plus de 79 000 tonnes. Sur la jetée, les derniers mouchoirs s'agitent. Le 29 mai 1935, ils étaient bien sûr plus nombreux qu'aujourd'hui à être venus saluer Normandie pour son voyage inaugural. Les journaux avaient même détaché leurs meilleurs chroniqueurs, Blaise Cendrars, Colette ou Claude Farrère, élus à l'Académie française 3 jours auparavant. L'émotion qu'avaient dû ressentir ce jour-là les 1216 passagers lorsque les 3 coups de sirène du départ avaient retenti, nous la partageons pleinement, 4 ans plus tard. Normandie s'avance majestueusement jusqu'au chenal, puis ralentit jusqu'à s'arrêter devant Sainte-Adresse et le cap de la Hève. Sifflet, sirène, pavillon, le pilote quitte le bord. Les remorqueurs nous abandonnent, les machines vont maintenant pouvoir donner leur pleine puissance. À peine le temps de nous installer dans nos cabines, de recréer notre univers, de faire connaissance avec notre cabinier, notre femme de chambre, familier pour certains, car Normandie a déjà ses fidèles. Penser à faire retenir une place à la salle à manger, prendre les derniers renseignements au bureau d'information situé sur le pont principal, et nous voilà déjà à Southampton pour une courte escale où nous rejoignent les derniers passagers. Enfin, l'océan s'ouvre devant nous. Nous filons à plus de 30 nœuds, soit près de 60 km/h, une vitesse fabuleuse qui avait permis à Normandie de remporter dès sa première traversée le célèbre ruban bleu qui couronne le navire le plus rapide sur l'Atlantique Nord. 4 jours et 3 heures. Après une compétition acharnée, les Anglais, avec leur Queen Mary, avaient fini par nous ravir définitivement ce trophée. Mais qu'importe. Pour nous, Normandie serait toujours le plus rapide et le plus souple. Surtout depuis qu'en 1937, on avait remplacé les hélices d'origine, supprimant ainsi ces fâcheuses vibrations à bord, qui avaient fait dire à un journaliste anglais « Normandie est si perfectionnée que le barman n'a plus besoin de secouer son shaker. » Le timonier est à la barre. Comment imaginer, en voyant le calme et le dépouillement qui règnent sur la passerelle, que 25 mètres plus bas, dans les incroyables salles des machines, bat le cœur d'un monstre. Oui, c'est bien d'un monstre qu'il s'agit. Un système de propulsion par turbine turboélectrique assurant une puissance de 160 000 chevaux, mais aussi pour éclairer, chauffer et assurer le fonctionnement des nombreux appareils électriques du navire, une centrale de 150 000 kW, de quoi alimenter en électricité une ville comme Le Havre. Blaise Cendrars ne s'y est pas trompé. Lors du voyage inaugural, il confiait à ceux qu'il rencontrait «
Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les machines. Les tralala, les belles réceptions entre gens du monde, j'en ai rien à foutre. C'est dans les flancs du bon colosse, comme il disait, qu'il avait passé la plus grande partie de sa traversée, décrivant pour les lecteurs de Paris Soir les moindres détails de cette vie souterraine. Certes, Normandie est une merveille de technologie, mais pour le passager de première classe, c'est avant tout un véritable palais. Artistes et artisans se sont en effet surpassés pour faire de Normandie ce musée flottant de l'art français. Pour l'heure, il est temps de prendre l'ascenseur pour regagner nos cabines et nous changer pour le dîner. Ce soir, nous avons une chance incroyable. Nous sommes invités dans un des 4 appartements de grand luxe, le Must. Chacun fait 200 mètres carrés avec 4 chambres, 2 salles de bain, un salon et une terrasse. La décoration de l'appartement Trouville est l'œuvre de Jules Leleu, un des grands maîtres de l'art déco. Tout y est parfait. Des murs recouverts de tapisseries d'Aubusson, au piano dessiné par Ullmann, jusqu'au siège en loupe de frêne garni de satin mordoré. Il y a même une salle à manger particulière. Couleurs et matériaux précieux, champagne et mets raffinés. Les autres soirs, il faudra se contenter, si l'on peut dire, de la salle à manger de première classe. Certainement l'endroit le plus fascinant du navire. Elle est l'œuvre de Pierre Patou et d'Henri Pacon. Ces proportions ont beaucoup contribué à la légende Normandie. 86 mètres de long, 11 de plus que la Galerie des Glaces de Versailles. De quoi asseoir 700 personnes. Jamais nous n'aurions pu imaginer qu'un tel espace fût possible au cœur même d'un navire. Surtout avec cette incroyable lumière grâce aux parois de verre moulé qui illuminent les fontaines lumineuses et les 30 appliques de 5 mètres de haut signées Lalique. On parle toutes les langues à bord, même si les Américains sont les plus nombreux. L'époque de la prohibition est révolue, mais ils ont gardé le souvenir de l'alcool qui coulait librement sur les navires de la French Line, et surtout de la grande cuisine française. La carte comporte plus de 70 plats, sans oublier les suggestions du chef cuisinier Gaston Magrin, aussi bien payé, dit-on, que le commandant. Le dîner dans cette salle à manger est véritablement un spectacle dont les convives sont à la fois les acteurs et les spectateurs. Le maître d'hôtel nous gratifie d'un bonsoir madame, bonsoir monsieur, très distingué. Mais pas question d'aller se coucher. À l'étage au-dessus, le grand salon nous attend. Une immense galerie de près de 10 mètres de haut, décorée de panneaux de glace gravés et dorés de Jean Dupas, qui s'ouvre en enfilade sur le fumoir et ses lacs de Dunant. Très classique, mais toujours de bon goût. Parfait pour terminer la soirée entre gens du monde. Ce vieux billet, chéri, qui me rappelle les nuits à bord du Normandie, si belle. La lampe qui repose, ces petites choses me parlent de vous.
2 heures du matin, les plus sages vont maintenant aller se coucher. Les autres iront finir de danser et prendre un petit souper aux grilles panoramiques ou tenteront peut-être de se glisser en classe touriste, sûrs de leur charme auprès des jeunettes, pour s'encanailler un peu ou tout simplement pour s'amuser jusqu'à l'aube. La galerie Salon, le lieu des retrouvailles du matin. On échange ses impressions sur cette première journée passée à voguer sur l'Atlantique. L'Atlantique, c'est également le nom du journal du bord, rédigé et imprimé chaque jour sur les presses de Normandie. Dans ces colonnes, l'actualité, c'est bien sûr les nouvelles de France et du monde, transmises dans la nuit par TSF, mais surtout les échos du dîner de la veille, les horaires des spectacles ou des offices religieux à la chapelle ouverte jour et nuit. Le navire est réputé insubmersible grâce à sa double coque, mais une petite prière ne peut pas faire de mal. On y trouve enfin le programme des innombrables activités de la journée, tout ce qui rappelle que Normandie est une vraie ville, la capitale des villes flottantes. Tous ceux qui n'ont jamais voyagé sur un paquebot clament souvent que l'ennui est seul maître à bord. Rien de plus faux. Il y a toujours 1000 choses à faire. On peut se choisir un livre parmi les 4000 volumes de la bibliothèque, acheter des magazines du monde entier au kiosque des messageries Hachette, compléter sa garde-robe dans les boutiques du bon marché, se refaire une beauté chez Roger, le coiffeur du bord. Les shampoings y sont faits à l'eau distillée de New York. La meilleure, paraît-il, pour les cheveux. On peut aussi, tout simplement, partir à la découverte. Sur le pont Promenade, où le premier deck steward Berthelot a installé dès l'aube ses innombrables chaises longues, il fait si bon rêvasser, lire, ou observer les autres, en attendant le traditionnel bouillon de 11 heures et ses petits biscuits salés. Parfait pour se remettre des excès de la veille. Pour les sportifs, il y a bien sûr le ping-pong, mais aussi le jogging, 10 tours de la coursive du pont Promenade, soit 3 km. Mais c'est surtout sur le Sundeck, le pont du Soleil, autour des cheminées, que se concentrent la plupart des activités. Le tennis, bien sûr, et son dérivé qui fait fureur à bord, le deck tennis. Il y a aussi le golf, le jeu de palais, le shuffleboard, sans oublier la piscine de la classe touriste, dans laquelle il fait si bon piquer une tête en cette fin de mois d'août. Les passagers de première, qui ne veulent pas se mélanger avec le tout venant, ont bien sûr une piscine intérieure encore plus luxueuse à leur disposition, avec bain turc, sauna et un bar. Antoine de Saint-Exupéry, toujours mégot aux lèvres, préfère quant à lui le tir au pigeon. Saint-Ex, qui vient de faire paraître Terre des Hommes et qui hier soir à table nous faisait des tours de cartes.
Mais on peut aussi ne rien faire, car on devient vite paresseux sur un paquebot. Il y a les chaises longues offertes au soleil, le bastingage sur lequel on s'accoude pour discuter tout en contemplant le long filet d'écume du sillage. Et puis voici New York. New York, point final de notre voyage, on avait presque fini par l'oublier. 5 jours à bord de Normandie, 5 jours de rêve. Bien sûr, ce 28 août 1939, l'arrivée de cette 139e traversée n'est pas aussi spectaculaire qu'il y a 4 ans. Pour la première fois, Normandie avait fait son entrée dans le port, escortée et saluée par des centaines de navires et d'avions. Quand les lances des bateaux-pompes projetaient l'eau en cascade, digne des grandes eaux de Versailles. À bord, les femmes étaient toutes d'azur vêtues, pour rendre hommage au ruban bleu que Normandie venait de remporter et arborait fièrement à la paume du grand mât arrière. Les quais de la rive du fleuve, les toits des magasins et des entrepôts, tout cela était noir de monde, tout cela frémissait, agitant bras et mouchoirs par dizaines, par centaines de mille. New York welcomes Normandie. Et pourtant, même en temps normal, sans inauguration, sans ruban bleu, l'arrivée en bateau à New York est un moment bouleversant, un de ces instants saisissants que l'on n'oublie jamais. La barre à bâbord toute, et c'est la remontée de l'Hudson, avec la cité qui défile sur la droite. New York, la ville qui ne dort jamais, emplie de bruits et de fureur, là où tout bouge sans cesse et change d'une visite à l'autre. Nouveaux immeubles de plus en plus hauts, de plus en plus gros. Nouveaux voyageurs aussi. De moins en moins d'émigrants, de plus en plus d'hommes d'affaires, ou même de simples visiteurs. Les premiers touristes. Des paquebots, on en trouve des deux côtés de Manhattan. Sur ce côté ouest que nous longeons, règnent les plus réputés des compagnies européennes. On le surnomme Luxury Row, l'étalage du luxe. Chaque compagnie maritime, et elles sont nombreuses, a sa gare, sa jetée, son pier. Il faut dire que le bateau est encore la seule manière de traverser l'Atlantique. L'avion, avec plus de 30 heures de vol inconfortable et ses nombreuses escales, n'est pas prêt de rivaliser. Nous passons le pire de la White Star que le Titanic n'atteignit jamais, et celui de la Cunard, destiné au Queen Mary, le grand rival de Normandie. Celui de la French Line porte le numéro 88. Un quai gigantesque, à la taille de la ville et de ses gratte-ciel qui se dressent tout autour. Un quai construit spécialement pour Normandie, premier bateau de plus de 300 mètres. Après un quart de tour parfait au milieu de l'Hudson, Normandie pointe son nez effilé vers Midtown, le centre de Manhattan. Avec l'illusion d'optique, on dirait que le navire va pénétrer, mordre de la lame de son étrave la chair de la cité. Et l'on s'étonne que personne, là-bas, si loin sur terre, ne songe à fuir. Mais déjà notre bateau, aidé de ses remorqueurs, glisse latéralement vers l'imposant bâtiment où s'agglutinent une foule d'amis et de parents. Impatience des retrouvailles après une si longue séparation.
Les passerelles sont en place, les premiers passagers commencent à descendre, tandis que des soutes s'échappent des quantités de malles, de valises prêtes depuis la veille et que les bagagistes ont ramassées en silence dans la nuit. Plus bas encore, c'est le déchargement des automobiles de luxe, les limousines de ces milliardaires, pour qui le prix du billet de la traversée en première classe n'est sûrement pas grand-chose. Qu'est-ce que 275 $, 4000 francs de l'époque? Oh, à peine 5 mois de salaire d'un ouvrier. Dans la gare maritime se côtoient Américains revenus en hâte au pays devant l'aggravation de la situation en Europe, mais aussi de nombreux touristes du vieux continent, attirés notamment par la World Fair de New York. Cette nouvelle exposition universelle dont le thème est « Demain ». Les nations ayant choisi de regarder l'avenir d'une façon positive, y présentent bon nombre d'inventions censées améliorer notre quotidien. On peut, paraît-il, y voir les premières projections d'images retransmises par télévision. La télévision dont nous ignorons encore tout en France. Mais pour imaginer notre avenir, il nous suffit de sortir de la gare et de regarder le spectacle qui s'offre à nos yeux. New York. New York, grouillante et trépidante de vie, si étonnante pour qui vient de la vieille Europe, là où se pressent les plus récentes misères et les toutes nouvelles réussites. Tout provoque la surprise, la vie, les gens, les rues de ces quartiers si différents où se regroupent les diverses communautés. Juifs dans le Lower East Side, Chinois dans Chinatown ou Noirs à Harlem. Un autre monde. Et voici l'opulence, la 5e avenue, ses innombrables bureaux et surtout ses magasins de luxe. Le Rockefeller Center vient tout juste d'être terminé. 14 immeubles art déco reliés entre eux par un réseau d'avenues souterraines. Une vraie ville. On y trouve 36 restaurants, tous différents, des centaines de magasins, des banques, des agences de presse, une patinoire et le plus grand cinéma-théâtre du monde, 6500 places, le Radio City Music Hall. Le tout dominé par l'impressionnante tour du RCA Building. Depuis la terrasse du 70e étage, la vue sur la ville est fantastique.
aperçoit même la silhouette de notre Normandie qui doit repartir dans 2 jours. Mais Normandie ne repartira pas. Alors voilà, ce merveilleux voyage se termine tristement, puisque, compte tenu de l'imminence de la déclaration de la guerre, mes parents décident de rentrer précipitamment à Paris sur le paquebot Île-de-France, en laissant leur Normandie dans le port de New York. Et d'ailleurs, mon père recevra son ordre de mobilisation sur le quai du Havre. Le 3 septembre 1939, la guerre est déclarée. En France, Normandie serait une cible trop facile pour l'ennemi. Il est donc décidé qu'il restera à New York, du moins provisoirement, et l'ordre est donné de le désarmer et de rapatrier son équipage. Ne reste à bord que 113 hommes, qui pendant presque 2 ans vont maintenir le navire en état de marche dans la perspective d'une reprise de son exploitation après la guerre, mais aussi assurer la sécurité contre d'éventuels sabotages. Sabotage, un mot qui revient comme un leitmotiv à chaque fois qu'il est question de Normandie. Pour les uns, il s'agit de menaces provenant de l'extérieur, d'agents nazis, la fameuse 5e colonne, mais pour d'autres, c'est à bord qu'elle se trouve. De ces Français qui pourraient agir pour le compte de Vichy et empêcher que le paquebot ne soit utilisé au service de la cause alliée. Le 15 mai 1941, les Coast Guards de New York prennent possession du navire. La cohabitation entre Français et Américains va se poursuivre dans un climat tendu tout au long de l'année. Le 7 décembre, la radio annonce l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. L'Amérique entre en guerre. Dès lors, les événements vont se précipiter. Normandie est saisie et devient propriété du gouvernement américain. Son destin échappe désormais au contrôle des Français. Quelques jours plus tard, la décision est prise à Washington de transformer le navire en transport de troupes. 15 000 hommes, plus d'une division, pourraient y prendre place. Les hublots sont condamnés, tandis que les cheminées perdent progressivement leur belle couleur rouge pour un gris beaucoup plus réglementaire. Le mobilier et les éléments du décor sont démontés et mis en sécurité. Une partie finira dans les musées et même les églises, le reste fera la joie des collectionneurs. Le 1er janvier 1942, le paquebot reçoit son nouveau nom, Lafayette. Lafayette, symbole de l'amitié franco-américaine. Le lendemain, les lettres de Normandie placées à l'avant, sur l'étrave, sont démontées en présence de plusieurs caméras. Le film passera le soir même dans les cinémas de New York. Le 9 février 1942, une intense activité règne sur le bateau dont la reconversion est sur le point de s'achever. Mais à 14h35, c'est le drame. Normandie est en feu. À l'origine de ce désastre, ni sabotage, ni sous-marin, comme on pouvait le craindre, mais une simple étincelle de chalumeau. Et surtout, beaucoup de négligence et d'incompétence. Le premier rapport d'enquête conclura d'ailleurs, il n'y a pas d'évidence de sabotage, mais le manque de précaution a servi l'ennemi avec autant d'efficacité.
Le maire de New York, M. LaGuardia, est sur le quai pour soutenir les efforts des pompiers qui, pendant plus de 4 heures, vont tenter d'éteindre le sinistre en déversant plus de 6000 tonnes d'eau. Toute cette eau va petit à petit déséquilibrer le navire qui, dans la nuit, finit par chavirer et se coucher dans les eaux glacées de l'Hudson. Pendant plus d'1 an, l'épave va rester là, un but de promenade original pour les New-Yorkais. On inspecte l'épave. La coque et les machines sont encore intactes. Le nouveau défi des ingénieurs de l'amirauté, c'est maintenant de dégager et de redresser ce monstre de plus de 79 000 tonnes. Il faudra commencer par découper le navire à la hauteur du pont Promenade. Adieu les belles cheminées. Ce travail inouï va demander 3 mois d'efforts que la magie du cinéma nous permet de revivre en quelques secondes. Mais que faire désormais de Normandie? Après inspection des lieux, il faut se rendre à l'évidence. Les dégâts sont considérables et une remise en état est inenvisageable. Normandie est mort. Il n'aura finalement navigué que 4 petites années. Alors, tristement, le 12 novembre 1943, Normandie descend l'Hudson vers l'arsenal de Brooklyn pour son dernier voyage. Le 1er août 1946, ce géant des mers qui avait coûté 863 millions est revendu 161 680 $ à un ferrailleur. De Normandie, il ne restera bientôt plus que quelques souvenirs. Et cette mémoire du cinéma qui redonne des couleurs à la légende de Normandie. Pour beaucoup de gens, Normandie c'est une légende, mais en fait, pour mes parents c'était beaucoup plus que ça. En fait, c'était leur paquebot sur lequel ils avaient passé un voyage absolument extraordinaire.